Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au dernier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Application gestion de la performance stratégique. Dans ce cours, vous apprendrez l'application sur Power BI et une partie pratique. Tout cela de ce que vous avez appris et ce que vous allez apprendre. Tout cela avec Dr Asma Bouhalil, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Asma. Dr Asma, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci Malak. Donc, bienvenue à nos chers participants à cette dernière séance. Aujourd'hui, on va essayer de faire des exercices pratiques sur le Power BI. Donc, cette séance, c'est la 7e séance de notre formation intitulée Gestion de la performance stratégique préparée par moi-même, Dr Asma Bohler. Donc aujourd'hui, on va finaliser avec l'outil Power BI, qui est un outil de business intelligence. Donc c'est notre troisième partie donc dans laquelle on va voir des détails à propos Power BI. Donc juste un petit rappel qu'on a dit que le Power BI, c'est un outil qui est par Microsoft, il était proposé par Microsoft et on trouve 3 versions de Power BI. On a dit qu'on a le Power BI desktop et on a vu comment on peut le télécharger et on l'a utilisé aussi dans des manipulations simples. Donc on a le Power BI desktop. On a le Power BI service, c'est l'outil Power BI sur le web. Et on a aussi qu'on peut donc avoir le Power BI mobile. Donc, nous avons dit que le Power BI Desktop, c'est un outil gratuit qu'on peut le télécharger pour publier votre rapport sur le Power BI Web. Donc, en utilisant le Power BI Service, il faut donc c'est gratuitement pour une période d'essai pour un nombre d'utilisateurs bien défini. Pour le Power BI mobile, donc il faut payer pour avoir la version mobile. Donc, en fait, lorsque vous allez travailler sur le Power BI Desktop, vous allez faire les manipulations sur les données, vous allez concevoir votre dashboard et vous allez donc faire le design de votre dashboard, etc. Vous pouvez publier ça donc tel que les autres qui ont l'intérêt bien sûr à voir ce rapport, donc ils peuvent visualiser ce rapport-là, que ce soit sur la version web ou bien la version mobile. Bien sûr que les mises à jour donc ils vont passer automatiquement. Donc voilà, donc on va construire sur le Power BI Desktop, puis on va partager ou bien publier le travail sur le Power BI Web et sur aussi le Power BI application mobile. Donc on va commencer par notre premier exercice. Dans cet exercice, on va importer des données sur ce lien-là. Donc je vais essayer à télécharger les données qui existent sur ce lien. Donc ici, sur ce lien-là, on va charger ici le Company Project and Company Hours. Donc on va chercher les données. Donc on va télécharger toutes les données ici. Bien sûr, une fois on a téléchargé les données, on va aller vers le Power BI pour ouvrir ces données-là en utilisant le Power BI. Donc, comme on a parlé l'autre fois que sur le Power BI, pour ouvrir les données, on doit aller vers Get Data. Donc, dans cette partie, on va spécifier le type de fichier qu'on va manipuler. En effet, ce sont des fichiers Excel. Donc, on va ouvrir les données Excel. Et voilà donc les fichiers qui s'ouvrent.
Donc, en fait, les données sur lesquelles on va travailler, juste je vais vérifier s'il vous plaît. Donc, on a les deux tables de sources de données, puis sélectionner Company Project and Project Hour. Donc, il faut chercher que dans quel fichier ça existe, ces parties-là. Donc, heure projet, donc c'est ça le fichier qu'on a besoin, c'est heure projet. Voilà, c'est le project hour. Donc, on a dit que si on ne va pas manipuler ces données-là, il suffit de faire le load. Mais si on veut faire des modifications sur les données, donc il faut faire le transform data. Donc, nous, on va les ouvrir sur le Power Query. Donc, il suffit de sélectionner transform data ici et l'outil Power Query, il s'ouvre. Il nous manque donc la deuxième table qui est company project ou bien les projets de l'entreprise. Projet entreprise, c'est la deuxième table qu'on va ouvrir. Puisqu'on est déjà sur le Power Query, donc il y a seulement le champ OK qu'on va sélectionner. Donc ici, les données, ils sont sur le Power Query. Donc vous pouvez voir ici Project Hour et on peut voir la table de compagnie Project. Donc on va essayer à visualiser ces données-là. En effet, donc c'est l'ensemble. Il y a un ensemble de projets qui est désigné par des couleurs et pour chaque donc, projet, il y a le total de nombre d'heures, la date de soumission, il est soumis par qui, il y a un identificateur qui est la ticket. Pour la compagnie Project, c'est en fait les noms de projets qui sont spécifiés par des couleurs et les priorités dans la deuxième table. Donc voilà, ça c'est le contenu des deux tables. Donc notez que chaque table, elle possède une colonne de projet et chacune a un nom légèrement différent, mais la valeur semble identique. Donc ici, pour la première table, il y a le nom de la colonne qui est projet. C'est le même que ici dans la deuxième table mais qui est nommé non projet. Mais donc, ça désigne le même contenu. Donc, on va essayer à voir ça sur la partie modèle. Donc, on va voir le modèle des deux tables. Donc, ici, je vais tout d'abord fermer le Power Query et on va visualiser le résultat sur la partie modèle. Puisqu'on a les deux tables, qu'il n'y a pas donc des noms de colonnes en commun, donc intuitivement, on a dit l'autre fois que Power BI, il détecte automatiquement les relations si on a deux noms de colonnes identiques. Mais si, comme ici, le nom de colonne, il n'est pas identique, il est projet et non projet, il n'a pas créé automatiquement la relation entre les deux tables. Donc, on va voir comment on va créer ces relations. Donc, nos deux tables étant importées dans un modèle, nous allons maintenant créer un rapport. La première chose que nous voulons obtenir est le nombre d'heures soumises par priorité de projet. Donc, ça, c'est notre objectif, c'est de connaître le nombre d'heures soumises par priorité de projet. C'est notre but. Donc, nous sélectionnons donc les champs priorité et le champ heure dans ici File. Donc, on va aller vers les deux tables dans la partie rapport ici. Vous voyez ici que ça affiche les deux tables et le contenu de chaque table. Donc, nous allons
sélectionner, comme c'est demandé ici, nous allons sélectionner priorité et heure. Donc, vous voyez que automatiquement, il a affiché sur le rapport une petite matrice qui tient compte de la colonne priorité et le total des heures pour chaque projet. Donc, si je reviens dans la partie data, juste pour voir que priorité, par exemple, A, il est associé au projet bleu. Donc, si j'allais ici sur le project hour, on va trouver que le projet bleu, par exemple, ici, ça demande 22 heures. Et on a aussi le bleu ici, une autre fois, que ça demande 9 heures. Donc, vous voyez que les données, donc en fait, ils ne sont pas exactes. Donc, ce n'est pas le total exact. C'est pour cela qu'on doit manipuler ces données-là avant de créer le rapport. Donc, si nous regardons notre table dans le canvas de rapport, nous constatons que le nombre d'heures est de 156 pour chaque projet, ce qui est également le total. Donc, ce nombre, il est clairement incorrect. Pourquoi? Parce que la raison en est que nous ne pouvons pas calculer une somme de valeurs à partir d'une table qui est la table d'heures dans ce cas et la table project, donc selon les valeurs d'une autre table priority dans la table company project, sans une relation entre ces deux tables. Donc, nous allons créer cette relation pour corriger les données. Donc, en effet, je reviens sur la remarque qu'on a dit tout à l'heure que ces deux tables, il n'y a pas de relation qui est créée. Donc, une des tables, elle ne peut pas filtrer les données de l'autre table. Donc, il n'y a pas un accès pour filtrer les données de l'autre table. Et c'est pour cela qu'on a trouvé des données qui sont erronées sur la partie rapport. Donc, afin de corriger ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la relation entre les deux tables. Donc, si nous regardons la colonne project de la table project hour, nous y voyons des valeurs comme par exemple blue, red, yellow, orange, etc. Comme vous pouvez le constater, plusieurs lignes qui contiennent la même valeur. Donc, nous avons donc de nombreuses valeurs de colonne pour le project. Donc, si nous regardons la colonne Project Name de la table Company Project, nous voyons qu'elle ne contient qu'une seule occurrence de chacune de ces valeurs pour le nom de projet. Donc, chaque valeur de couleur de cette table, elle est unique. Cela est important car nous pouvons créer une relation entre les deux tables. Donc, ici, il suffit de définir quelle est la table de fait et quelle est la table de dimension. Donc, si je regarde cette table-là, qui est la table de Project Hour, on voit que sur le projet, il y a le nom, le projet ici, c'est avec une répétition. Donc, ce n'est pas des valeurs uniques. Par contre, si je vais sur la partie Company Project, donc on va voir que ça, c'est des valeurs uniques. Donc, la relation entre les deux tables, il s'agit d'une relation plusieurs à 1. Dans une relation plusieurs à 1, au moins une colonne d'une des tables, elle doit contenir des valeurs uniques. Et en fait, c'est notre cas. Donc, nous allons créer une relation entre les colonnes du projet dans les deux tables que nous disposons. En fait, comment on va faire ça? Donc, pour créer la relation, il suffit de sélectionner « Gérer les relations » sous l'onglet Accueil. Dans Gérer les relations, on va cliquer sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue et créer une relation. Donc, on va aller sur la partie Accueil de Power BI et on va sélectionner Gérer les relations. Donc, il faut aller vers la partie modèle et il faut aller vers gérer les relations. Donc, ici, on va cliquer sur une nouvelle relation et on va sélectionner nos tables. Donc, on a la table Project Hour et on a la table Company Project. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? De sélectionner en fait les deux tables avec lesquelles on va, plutôt les deux colonnes des deux tables avec lesquelles on va créer les relations.
Donc, dans la première liste déroulante, on va sélectionner Project Hour. Et comme première table, puis la colonne Project, il s'agit du côté plusieurs de notre relation. Donc, dans la deuxième liste déroulante de la deuxième table qui est projet d'entreprise, on va sélectionner comme une deuxième table la colonne Project Name. Comme vous voyez en gris ici, il s'agit du côté 1 de nos relations parce que les valeurs ici sont uniques. Après, donc, on va sélectionner OK pour valider la relation. Voilà, donc du côté ici, c'est le project et le nom-projet de l'autre côté. Et il a détecté automatiquement la cardinalité, donc c'est plusieurs à 1. Donc ici, il y a des répétitions, donc c'est plusieurs à 1 parce qu'ici, il y a des valeurs uniques. Donc, on va sélectionner OK. C'est coché déjà qu'on va maintenir cette relation active et on va sélectionner OK. Et on va fermer cette fenêtre. Comme vous voyez, il y a maintenant une relation qui a été créée entre les deux tables. Donc ça sera la table avec les valeurs uniques et ça, c'est la table avec des valeurs répétitives. Donc, on va voir maintenant l'effet sur le rapport. Donc, comme vous voyez, sur la partie projet A, maintenant, on a 31. Sur la partie B du projet, on a 77. Et sur la partie C, on a 148. Donc, si je vérifie, par exemple, pour le A, comme on a dit tout à l'heure, que ici, donc, on a par exemple le A, il signifie quel projet? Il signifie le projet bleu. Donc, si j'arrive ici, je cherche le bleu. Donc, j'ai 2. Donc, c'est 22 plus 9. En fait, c'est 31. Donc, la valeur, elle est exacte. Voilà. Donc, normalement, Power BI, il peut déterminer automatiquement la meilleure cardinalité pour la relation. Si vous avez besoin de remplacer le paramétrage automatiquement parce que vous savez que les données vont changer dans le futur, vous pouvez le changer avec le contrôle cardinalité. Examinons un exemple où nous devons sélectionner une cardinalité différente. Voici donc un exemple. La table Compagnie Project Priorité est une liste de tous les projets de l'entreprise avec leurs prioritaires. La table Project Budget, donc c'est la deuxième table ici, qui contient l'ensemble des projets pour lesquels un budget qui a été approuvé. Donc, si nous créons une relation entre la colonne Approved Project, donc ici on a les projets approuvés. Donc, c'est des valeurs, c'est vrai que ce sont des valeurs uniques, mais ça peut être répétitif avec le temps. Donc, on peut approuver d'autres projets. Donc, il y aura une valeur répétitive dans la colonne du nom de projet. Donc, il a la colonne Project Name de la table Company Project. Power BI, il va définir automatiquement cardinalité sur 1 à 1. Donc, c'est une direction de filtrage croisée sur les deux. Donc, dans le premier cas, c'était des valeurs uniques et c'était des valeurs uniques pour la deuxième table. Donc, ici, il va créer une relation 1 à 1. La relation pour laquelle le Power BI va définir ses paramètres est que pour le Power BI Desktop, la meilleure combinaison des deux tables est la suivante. Il existe une relation 1 à 1 entre nos deux tables car la colonne Project Name de la table combinée, elle ne contient pas de valeurs répétées. La colonne Project Name est unique car chaque valeur n'y apparaît qu'une seule fois. Ainsi, les lignes des deux tables peuvent être combinées directement sans aucune duplication. Toutefois, supposons qu'on a des mises à jour, donc que les données sont censées changer à la prochaine actualisation. Donc, une version actualisée de la table Project
budget, elle a maintenant des lignes supplémentaires pour les projets tels que par exemple projet bleu et projet rouge. Donc, on va voir ici des répétitions parce que les projets qui vont être approuvés, donc à chaque fois, on va trouver un projet. Au début, c'était des valeurs uniques, mais avec les mises à jour et avec le temps, il y avait des répétitions. Donc, ces lignes supplémentaires signifient que la meilleure combinaison des deux tables se présente maintenant comme ci. Dans cette nouvelle table combinée, normalement, la colonne Project Name a des valeurs répétées. Les deux tables d'origine n'auront pas de relation 1 à 1 une fois la table elle sera actualisée. Donc, dans ce cas, comme nous savons que ces mises à jour ultérieures vont être actualisées, donc ils vont être réalisés avec le temps, ils vont introduire des doublons dans la colonne Project Name. Donc, nous voulons définir la cardinalité sur plusieurs 1-1. Donc, la meilleure cardinalité, c'est plusieurs 1-1 avec le côté plusieurs sur le project budget. Donc, ici, il y aura les répétitions. Et le 1, ça sera sur le côté compagnie project priorité puisqu'il y a des valeurs uniques. Donc, la relation qui était détectée au départ, qui est la relation 1-1-1, ce n'est pas une relation correcte, c'est une relation fausse parce que avec les mises à jour, il y aura des répétitions sur la première table. Donc, il vaut mieux aller vers une relation de plusieurs 1-1. Donc, comme Power BI, il crée automatiquement des relations. Il rencontre parfois plus d'une relation entre deux tables. Quand cette situation se produit, une seule des relations, elle sera définie comme étant active. La relation active fait office de relation par défaut. Donc, parfois, on trouve des relations entre les tables donc avec plusieurs colonnes qui ont le même nom, par exemple. Donc, on ne va pas trouver une seule relation, mais on va trouver plusieurs relations à la fois. Donc, dans ce cas, Power BI, il va détecter ces relations, mais il ne va pas activer toutes les relations. Au maximum, une seule relation qui sera active et les autres, ils vont être inactifs. Ainsi, quand vous choisissez les champs dans les deux tables différentes, Power BI il peut créer automatiquement une visualisation pour vous. Toutefois, dans certains cas, la relation sélectionnée automatiquement, elle peut être incorrecte. Utilisez la boîte de dialogue, toujours gérer les relations afin de définir une relation comme active ou bien inactive. Donc, on a l'accès à modifier ce qu'il a pris par défaut comme une relation active. Parfois, on a besoin d'une autre pour des données correctes. Donc, il faut aller vers la relation inactive et l'activer manuellement sur la partie gérer les relations. Donc, pour garantir qu'il y a une relation par défaut, le Power BI n'autorise qu'une seule relation active entre deux tables à un moment donné. Ainsi, vous devez d'abord définir la relation qui est déjà active comme inactive, puis il faut aller vers la relation que vous désirez travailler avec elle pour mettre cette relation de l'inactif vers l'actif. Voilà, donc la première table, c'est la table, donc ça c'est un exemple, la table Project Ticket et la deuxième table, c'est le employé rose. Donc ici, on va essayer de suivre cet exemple. Donc on va aller aussi sur le Power BI, on va aller vers les autres données qu'on a téléchargées, c'est les tickets des projets et les rôles des employés. Donc on va ouvrir ces tables. Donc, on va sélectionner la table ticket projet. Donc, on ne va pas faire des modifications sur le Power Query. On va l'ouvrir directement sur le Power BI. Donc, voilà, c'est la table. Et on va aller pour obtenir aussi la deuxième table qui est les employés rôles.
Voilà, donc je vais aller sur la partie données. On va voir les deux tables, donc employé rôle. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une colonne qui contient les noms des employés et le rôle de chaque employé, chef de projet, chargé de projet, etc. Pour la deuxième table, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les tickets, donc les noms des ouvriers, est soumis par quel ouvrier et le projet, etc. Donc, on va chercher à créer des relations entre ces deux tables. Donc, il existe en effet ici deux relations entre employés dans la table employé-rôle. Donc, on va voir la colonne employé et sur la partie ticket projet, donc soumis par, ça contient aussi les noms des employés. Donc, on peut créer une relation entre cette colonne et cette colonne. De la même façon, donc, on peut aussi créer une relation entre opened by ou bien ouvert par qui contient aussi des noms des employés et avec aussi la colonne employé. Donc, on a ouvert par et soumis par qui contient des noms des ouvriers qu'on peut créer donc des relations avec employés. Donc, si je vais ici sur la partie plutôt modèle, on va voir le résultat sur la partie modèle de ces deux tables. Donc, ici, les deux tables, ça ne contient pas des relations. Je vais aller sur Manage Relationship. Donc, on va auto-detect. On va sélectionner le auto-detect. Il va essayer de détecter, mais il n'a pas trouvé donc des relations. C'est pour cela qu'on va créer ça sur la partie donc manuelle des choses. Donc, j'ai sélectionné les deux tables et je vais sélectionner dans ce cas la partie employé et la partie ouvert par et la partie soumis par. Donc, ici, à chaque fois, donc, il y a détection d'une seule relation active. Donc, si nous ajoutons les deux relations au modèle avec Opened by en premier, dans la boîte du dialogue Gérer les relations, qui indique que la relation Opened by, elle est active. Donc, on va voir comment on peut le faire sur le rapport ici manuellement. Et déjà, ici, ça n'affiche pas les noms de les deux noms de colonnes. Donc, c'est affiché comme... C'est pour cela qu'il faut parfois passer par le Power Query. Parce que ici, par exemple, dans Employé Role, vous voyez que les noms de colonnes, ce n'est pas le header. Donc, on peut passer ça avec le Power Query avant de manipuler ces données-là. Donc, je vais changer la première ligne ici en tant que l'entête de la table. Donc, on va l'utiliser comme l'entête. Oui, donc je vais faire appliquer et fermer et on va revenir donc ici. Voilà. Maintenant, c'est indiqué en tant qu'employé erreur. Donc, je vais aller vers la partie rapport. Je vais créer cette relation manuellement, donc entre employé et soumis par. Il suffit donc de glisser ici entre les deux parties qu'on désire faire. Donc, et il va normalement créer une relation. Maintenant, je vais créer aussi une autre relation entre employé et ouvert par. Donc, il a indiqué ici une relation active et ce qui est entré interrompu, c'est une relation inactive. Donc, lorsque je vais aller vers le Manager Relationship, il va m'indiquer que seulement cette relation, elle est active. Donc, dans ce cas, on peut activer une relation et désactiver l'autre. Donc, on peut désactiver celle-là et on peut activer la première ici et ça va être changé sur le rapport.
la vue modèle. Donc, vous voyez qu'il y a un basculement vers la deuxième relation qui est active dans ce cas et cette relation, elle devient inactive. Donc maintenant, si nous créons un rapport qui utilise les champs rôle et employé de la table employeur et le champ hours de la table project ticket dans une visualisation de table sur le Canva de rapport, nous voyons seulement les sponsors de projet car eux seuls ont ouvert un ticket de projet. Donc on va essayer ça. Juste, je vais revenir à la version initiale que on va activer la relation entre employé et soumis par. Donc, employé, la relation ici peut être l'inverse. Soumis par, donc il faut désactiver déjà la première. Et ici, donc, ça va être active. Donc, je reviens sur la partie rapport. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter sur la partie rapport? On va ajouter les champs de employé, rôle et hours. Donc, je vais créer un visuel qui contient employé, rôle et hours. Donc, employé, rôle et le total des heures. Donc, voilà, ça nous manque une donnée. Rôle, employé. Donc, je vais sélectionner rôle. Rôle, employé et total des heures. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Que seulement les chargés de projet et les chefs de projet qui s'affichent sur ce résultat. Donc ici, en fait, ce qui a le droit à ouvrir un projet, donc il va être chargé du projet. Donc on ne voit pas les autres. Donc ici, si je vois, il y a d'autres ouvriers qui ont d'autres rôles. Donc il y a seulement les sponsors du projet qui sont affichés sur la table. Pourquoi? Parce que nous avons filtré la table la table ticket de projet par la relation employé à soumis ou plutôt avec ouvert par. Donc ça, c'est la relation qu'on a créée, c'est entre employé et ouvert par. Donc, on peut filtrer que par rapport à ceux qui ont ouvert un projet. Donc, nous pouvons changer la relation active de façon à remplacer ouvert par soumis par, dans gérer les relations. Donc, on va décocher la relation qui était activée et on va remplacer ça par la deuxième relation et on va voir l'effet sur le rapport, comment il va changer. Donc, je vais vers Manage Relationship. Et on va donc désactiver cette relation et on va activer cette relation. Maintenant, sur la partie rapport, donc on a les projets, donc le total des heures par les soumis par, donc ici. Donc, vous voyez l'effet de relation sur la partie du rapport lorsqu'on va concevoir un rapport. Ça, c'est pour la partie exercice du modèle. On va essayer à passer à une application d'exercice qui va représenter
toutes les étapes du process de concevoir un rapport. Donc, vous travaillez sur une firme qui est appelée Adventure Works, donc, et votre responsable, il souhaite voir un rapport sur vos derniers chiffres de vente. Il vous a demandé un rapport de synthèse de ce qui suit. Quel jour y a-t-il eu le plus de ventes en février 2019? Dans quel pays ou bien région la société elle rencontre plus de succès et quelles sont les catégories de produits et les types de revendeurs dans lesquels l'entreprise elle doit continuer à investir. Donc ici, il faut essayer de répondre à ces questions. Donc dans cet exercice, vous allez découvrir comment préparer vos données avec quelques transformations, comment créer un rapport avec un titre, trois visuels et un segment, et aussi comment publier le rapport sur le service Power BI pour pouvoir le partager avec les collègues. Donc, on va télécharger les données qui existent sur ce lien. J'ai déjà téléchargé ça, donc on va essayer à ouvrir ces données-là donc sur le Power BI et on va sélectionner les tables avec lesquelles on va travailler. Donc ça, c'est la partie préparation des données. On va sélectionner ces tables-là pour les manipuler donc sur le Power Query. Donc, on va vers la partie Get Data. Donc, juste ici, je vais fermer ce projet-là et on va commencer un nouveau projet. Ça prend un peu de temps pour s'ouvrir. Donc, on va obtenir les données. Il va nous donner l'accès donc à choisir les données avec lesquelles on désire travailler. Donc, en fait, on a des fichiers CSV. Bien, c'est en fait Excel, je crois. Des fichiers Excel. C'est celle-là. Donc ici, on doit cocher les colonnes avec lesquelles on désire travailler. Donc, je vais cocher les colonnes jusqu'à jusqu'à ici. Et on va faire donc le load. Si je fais le load, bien sûr, ça va être sur le Power BI directement. Sinon, si je clique le Transform Data, donc ça va être sur le Power Query. Donc, il est en train de télécharger et se connecter plutôt avec les données. Donc, on aura l'affichage sur le Power Query de ces différentes données. Bien sûr, comme on a dit, le Power Query, il nous permet de faire plusieurs manipulations qu'on a déjà commencé à voir l'autre fois. Donc, on a dit qu'on peut vérifier le type de texte de chaque colonne. On peut vérifier le profilage des données. Est-ce que c'est des valeurs uniques ou bien c'est des valeurs répétitives? Est-ce qu'il y a des champs vides, etc. On peut appliquer des transformations sur les colonnes. Donc, nous, on va commencer à vérifier le type de données. Donc, on va vérifier est-ce que les
colonnes qu'on a sélectionnées ici, ce sont deux types de données appropriés. Donc, jusqu'à le sales theory. Donc, on va voir la liste sur le Power BI. Est-ce qu'elle est confirmée à cette liste, oui ou non? Donc, pour Customer, par exemple, donc il faut vérifier que ici, toutes les tables, elles sont de type de données appropriés. Donc, Customer Key, on va vérifier pour le Customer Key, est-ce que c'est un entier? Oui, c'est un entier. La deuxième table, c'est la table Date. On va vérifier sur Date Key, est-ce que c'est un entier? C'est un entier. Donc, la colonne date, est-ce que c'est une colonne de type date? Oui, c'est une colonne de type date. Comme vous voyez ici, donc de ce côté, on trouve le type. Donc, ici, c'est type entier. Ici, c'est type date. Ici, c'est type texte. Donc, on va vérifier les colonnes demandées. Month key, donc ça doit être un nombre entier. Donc, voilà, c'est un nombre entier. Pour le produit, product key, ça doit être nombre entier. Donc voilà, c'est un nombre entier. Pour le standard cost, ça doit être un nombre décimal ainsi que pour list price. Standard cost, donc c'est un nombre décimal. Vous voyez, donc 1.2, ça c'est un nombre décimal. Ainsi que pour list price, ça doit être aussi un nombre décimal parce qu'il y a des virgules. Après, resealer, sur la table resealer, donc resealer case, ça doit être un nombre entier. Donc resealer, sur le resealer case, ça doit être entier, c'est bon. Pour le customer case, ça doit être entier. Pour le product case, ça doit être entier. Pour le order date case, ça doit être entier. Et pour le due date case, ça doit être entier. Donc, on va voir tous les colonnes qui contiennent le mot key. Est-ce que c'est des valeurs entières, oui ou non? Donc, ça appartient à la table sales. Donc, c'est entier, entier, entier ici, entier. C'est entier, donc toutes les parties de case sont affichées en tant que des nombres entiers. Maintenant, ship date key, sales theory key, order quantity, jusqu'à ici. Donc, order quantity, ça doit être entier. Unit price, extended amount, ça doit être décimal. Donc, on va vérifier ça. Ship date key. C'est normalement dans la partie sales. Ship date key, donc c'est entier. Sales theory key, c'est entier. Order quantity, c'est entier. Unit price, c'est décimal. Ou extended amount, c'est décimal. Unit price discount, c'est entier. Et ici, le product standard cost, c'est décimal. Total product cost, c'est décimal, c'est correct. Et pour le sales amount, c'est décimal. Donc ici, toutes les colonnes, on a déjà vérifié les colonnes, le type des données. Donc, c'est correct. Pour le sales theory et le sales order. Sales theory et sales order. Donc, ça doit être pour le sales theory, donc c'est sales theory K, c'est un nombre entier. Et pour le sales order, ça doit être le sales order
line key un entier. C'est un entier. Et pour le sales order, donc c'est le sales order line key, ça doit être entier. Voilà, donc on a vérifié les types de données, que les données, donc elles sont dans la bonne mise en forme. Maintenant, donc on va appliquer les changes et on va aller vers l'éditeur Power BI. Donc, il est en train de faire le load des données pour qu'on puisse les visualiser sur le Power BI. Voilà, c'est terminé. Donc, si j'affiche ici la partie données, donc on peut voir les différentes tables. Elles sont chargées sur le Power BI et sur la partie modèle. Il a déjà créé les relations entre les différentes tables automatiquement en utilisant bien sûr les champs. Donc ici, on va ordonner un peu pour visualiser la table de faits et les tables de dimension. Donc la table Sales, il y a un schéma en étoile ici. Donc la table Sales, c'est la table de faits et les autres tables représentent les tables de dimension. Donc on va voir est-ce qu'il y a toutes les relations entre les tables. Non, vous voyez que la table date ici n'est pas liée à la table 16. Donc on n'a pas, Power BI n'a pas créé une relation bien sûr entre les tables. Voilà, donc on a on a vérifié plutôt la partie modèle. On va essayer donc de créer une relation entre les deux tables. Donc, si on remarque sur la partie sales, il y a le order date key et ici sur la table date, il y a le date key. Donc, sur la partie order date key et sur le date key, on peut avoir une relation. Donc, ici, la date c'est unique, c'est des valeurs uniques. Dans ce cas, c'est des valeurs répétitives. Donc, on peut faire un ordre d'un produit plusieurs fois chaque jour. Donc, ici, il y aura une relation de 1 à plusieurs de ce côté vers l'autre côté. Donc, on va créer cette relation entre la table date et la table vente. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il suffit de glisser dateKey avec order dateKey pour créer la relation automatiquement. Donc, comme vous voyez, c'est 1 à plusieurs. Donc, dans la table aussi, date, il y a d'autres relations qu'on peut créer, telles que le fiscal quarter, plutôt le date key avec le due date key et le date key avec le ship date key. Donc, on remarque ici, si on va créer ces relations, bien sûr, comme on a dit, une seule relation qui doit être active. Les autres, donc, ils ne vont pas être actifs. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que le date key avec, je reviens sur la partie due date key et ship date key. Donc, c'est due date key. Order. La partie sales.
Donc, ça ne contient pas ship. Voilà le ship date key, mais ship date key n'est pas affiché sur la table ici. On peut le créer en utilisant le manage relationship, bien sûr. Donc, on va créer une nouvelle relation avec donc la table date et la table sales. Parce que juste la ligne, elle ne s'affiche pas, mais normalement, ça va être affiché. Donc, c'est entre le date key et le ship date key. Donc, et on va sélectionner OK. Normalement, on a la troisième relation ici qui s'affiche. Donc, c'est la relation entre date key et normalement avec le ship date key. Donc, on remarque que la première relation sur le order date key, elle est active et les deux autres sont inactifs. Donc, une somme de ces amounts, elle est calculée par date de commande et non pas par date d'échéance ou date d'expédition. Donc, la somme ou bien le total des ventes, il est calculé en se basant sur les dates de commande, mais il ne prend pas en compte les dates d'échéance ou bien les dates d'expédition. Donc, influencer ce comportement, il faut utiliser une mesure en utilisant le langage DAX pour pouvoir calculer ça. Donc, on va essayer d'écrire une mesure sur le DAX. Donc, nous allons écrire une mesure de base qui va calculer le montant total des ventes par date d'échéance sur la commande au lieu de la date de commande par défaut. Donc, cette mesure, elle va utiliser la fonction qu'on appelle User Relationship pour activer la relation entre sales et date sur due date. Donc, pour le contexte de la mesure, donc on va utiliser ensuite une autre fonction de DAX qui est calculate pour additionner le montant des ventes dans ce contexte. Donc, dans le ruban accueil, on va sélectionner une nouvelle mesure et on va écrire le contenu de la mesure donc, qui est ici. Donc, c'est sales amount by due date dans laquelle on va appliquer cette formule et on va essayer donc d'expliquer ça. Donc, on va revenir sur le Power BI, sur la partie accueil. Donc, on va sélectionner une nouvelle mesure. Donc, on doit chercher à créer une nouvelle mesure. Donc, on a New Measure ici. Ça nous permet d'écrire avec une formule de DAX. On va remplir donc le contenu de cette formule. Donc, la formule, c'est quoi? C'est que on va calculer le total des ventes en se basant sur le due date. On va calculer, donc ça c'est la somme, c'est calculer, c'est pour calculer la somme. Donc on va calculer la somme des sales amount. Donc ici, ce qui est à l'extérieur, c'est la table. Donc ici, c'est le champ à partir de la table. Donc ici, on va aller vers la table sales et on va faire le sales amount sur la partie colonne sales amount. Il va calculer la somme de toute la colonne. Donc, on a la colonne, le total de sales amount. Et on va créer une relation pour filtrer avec la table sales, mais sur le champ due date et avec donc la table date key. Donc ici, on va créer la relation entre la table vente et la table date sur les deux champs identiques qui sont le due date key et le date key. Donc en effet, si je vais voir le modèle, donc est-ce que ça existe cette relation, oui ou non? Donc c'est entre la table 16 et la table date avec le date key.
date key. Donc ici, la relation qui est active, c'est entre date key et order date key. Mais les autres relations, donc, elles ne sont pas actives. Date key et due date key, donc elle n'est pas active. En utilisant cette formule de DAX, donc on peut ici activer, on peut alors activer la relation entre due date key et date key. Donc ici, on a activé la relation et on a fait la somme des totales des ventes par rapport à ce filtrage, donc en se basant sur ces données-là. Donc il suffit ici de cliquer approuver dans ce cas pour approuver cette mesure. Donc, vous voyez ici, puisqu'on est sur la table Customer. Donc, si je veux créer cette mesure sur une autre table, il suffit d'aller vers la table sur laquelle on désire calculer. Et on voit ici qu'on a une nouvelle mesure avec calculatrice ici comme sigle qui exprime donc la relation qu'on a calculée. Donc, je crois qu'il faut la créer sur la table Sales, hein, sous la table Sales. Donc, c'est sur la table 16 qu'on va créer cette mesure. Donc, je vais déplacer la mesure ici vers la table 16. Je crois que je dois aller ici sur la partie données pour faire ça. Donc, on va la supprimer, ça sera mieux et on va refaire ça sur... Mais en fait, on peut le déplacer même comme la première méthode, on peut la déplacer. Donc ici, on va créer une mesure. On va donner la formule de cette mesure et on va valider. Donc, si je vois ici, j'aurai la mesure qui apparaît maintenant sur cette table. Voilà donc la mesure qui apparaît sur cette table. En fait, on peut le déplacer sans la supprimer et le refaire. Donc, il suffit ici de choisir la table d'origine dans laquelle ça existe la mesure. On peut aussi avoir donc le nom et on peut changer l'emplacement de cette mesure. Donc, ça, c'est pour la mesure. Après, donc, on va masquer les champs qui ne sont pas utiles pour notre travail. Donc, on peut éliminer les parties des données qu'on n'a pas besoin dans notre travail. Donc, on va aller vers les champs masqués en cette école. Donc, on va laisser seulement ces champs-là qui seront actifs et les autres, ils vont être masqués. Donc, sur la partie Customer, je vais aller sur le Power BI. Donc, sur la partie Customer, on doit garder seulement Customer Key. Donc, tout ça va être désactivé. Donc, comme vous voyez ici, il suffit de désactiver ça et il ne va pas être vu sur le Power BI. Donc, on va laisser le Customer Key et on va désactiver les autres champs. Après, donc sur la partie Date,
on va laisser seulement le date key et le month key. Donc, on va laisser le date key et le month key. Après, pour la partie product, donc il faut essayer de suivre ici, c'est Customer Key, Due Date Key. Donc, on va voir Customer Key, Due Date Key. Après, donc, qu'est-ce qu'on a ce Extended? On n'a pas donc le Extended, donc il faut le masquer. Order Quantity. Order Quantity, donc c'est pas demandé aussi. Order Date Key, Product Key. Donc, tout ce qui est key en fait. Tout ce qui est key, il doit rester. Juste, je vais vérifier, est-ce que le ship date key, donc ça doit rester aussi. J'ai peur que ça... C'est l'inverse. Je crois que c'est l'inverse. On doit garder ça en entrée. Donc, c'est pas grave. On va vérifier après que si on a besoin de quelque chose, on peut l'activer au fur et à mesure. Hein. Donc, supposons qu'on a fait ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Le sales order. On va garder le sales order line key. Donc, on va garder seulement le line key. Et à la fin, le sales territory, on va garder sales territory key. Voilà, donc maintenant, on va essayer à voir une partie possible aussi sur le Power BI, c'est de créer des hiérarchies. Donc, on peut créer des hiérarchies telles que cliquer avec le bouton droit sur le champ de niveau le plus élevé ou le moins précis de la hiérarchie, puis choisissez créer une hiérarchie. Dans le volet propriétés, définissez le nom de hiérarchie et définissez les niveaux. Ensuite, on va sélectionner appliquer les changements de niveau. Donc, on va créer une hiérarchie dans la table date, par exemple, juste pour voir comment on peut le faire. Donc, sur la partie, par exemple, date, on va sélectionner avec le bouton droit. Ça nous permet donc de donner, de créer une hiérarchie. Donc, et sur la partie, il faut voir est-ce que c'est sur la partie rapport, je crois. Date. On va créer une hiérarchie. Ici.
Juste, je vérifie où on peut trouver ça. Donc, on a sur, voilà, cliquer sur le bouton droit. On a déjà cliqué. Il faut voir, donc, il faut avoir créé une hiérarchie. On n'est pas en train de voir ça. Ça doit être dans une de ces parties. Non, aussi, peut-être qu'il faut aller vers la partie modèle. Date, par exemple. Excusez-moi, mais j'ai pas trouvé, donc normalement, on doit le trouver dans une de ces parties-là, c'est créer une hiérarchie. Je suis pas en train de le voir. On va revenir à ça ultérieurement. Normalement, elle doit être ici, mais je suis pas en train de la trouver. Comment on peut créer une hiérarchie? Donc, l'hiérarchie, en fait, c'est juste pour partager le travail proprement. Donc, on peut, par exemple, faire des petits dossiers donc pour faire le manage du projet. Donc, c'est juste pour créer une hiérarchie dans le travail. Mais en fait, je ne suis pas en train de la trouver. Je ne sais pas où elle est. Donc, comment on peut le faire? On va le voir après. Donc, à la fin, on va créer le rapport. Donc, on va essayer de voir les visuels qu'on peut créer. Donc, on peut travailler avec des matrices. Donc, je vais essayer de balayer ça rapidement. Donc, ici, dans la partie rapport, on peut insérer plusieurs outils. Donc, par exemple, ici, les matrices. Donc, on peut créer une matrice. Et dans cette matrice-là, donc, on va sélectionner les données qu'on veut visualiser. Donc, il suffit de glisser l'outil avec lequel on veut travailler et il va être créé sur la partie rapport et on peut ainsi visualiser des données. Il y a déjà un problème, je crois. Voilà. Donc, on va créer la matrice. Si on veut aussi avoir des statistiques, des graphiques, etc., donc on a la possibilité de travailler avec plusieurs types de graphiques. On va visualiser quels sont les graphiques qu'on peut utiliser. Donc, on peut utiliser les matrices en sélectionnant bien sûr les parties qu'on veut afficher. On peut aussi travailler avec des graphiques et des histogrammes, comme vous voyez ici. Donc, en sélectionnant bien sûr aussi les données qu'on veut afficher, les graphiques en courbe et ou bien en air. On a aussi les graphiques en anneau ou bien les tree maps. On va les voir ici. Donc, c'est ici, par exemple, le donut chart. Donc, on peut sélectionner, par exemple, des données qui vont être affichées sur cette graphique. On peut aussi utiliser les graphiques à secteur, donc comme ici pour visualiser par exemple les pays, on peut mettre ce graphique-là qui est le tree map. Donc on peut chercher ici le tree map aussi. Tree map. Donc dans ce cas par exemple, je vais sélectionner les produits, on va afficher les produits.
Donc, si je reviens ici sur la partie modèle, donc je peux sélectionner par exemple les couleurs du produit. Il y a un problème parce que nous avons déjà masqué des champs, je crois, qu'on doit donc démasquer ces champs-là avant de travailler ici. Donc, par exemple, on va choisir par produit, voyons, par catégorie de produits et avec la couleur. J'ai un problème, ça n'affiche pas donc ici les données. Je ne sais pas pourquoi sur le rapport. Donc, on doit avoir quelque chose de logique en fait pour créer le rapport. Donc, peut-être que c'est le type de données n'est pas propre donc, à cet outil. Donc, par exemple, sur Sales Theory, on peut aller vers la partie région, produits vendus par région. Donc, on peut filtrer par les régions. Donc, juste, je vais revenir à ça. On va l'activer. Le problème, c'était dans la désactivation. Donc, c'est normalement ce qu'on doit activer ici. Sales amount. C'est pas grave. Donc, on va revenir à la partie rapport. On va sélectionner maintenant Sales Amount et on va sélectionner les pays et le total des ventes. On veut afficher cette relation. Voilà, ça marche. Donc ici, ça peut nous indiquer quoi? Que le total des ventes, par exemple, sur les États-Unis, c'est la plus grande somme. Après, donc par exemple, sur le Canada, et vous voyez ici sur la bulle que ça indique déjà le montant, c'est combien? Sur l'Australie, sur la Germanie, sur l'United Kingdom, sur la France. Donc, ça peut nous donner une idée sur les statistiques. Donc, on peut savoir le niveau de notre performance. Donc, sur quel pays on est en train de plus, on est plus en train de vendre sur quel pays. Donc, voilà, ça c'est pour le tree map. Pour les graphiques combinés aussi, on peut les utiliser pour les visuels cartes, pour les graphiques rangeurs, bien pour les maps aussi. Donc, je peux insérer ici sur le rapport, je peux insérer une map sur laquelle je vais afficher, par exemple, les countries. Donc, ça va être normalement lié avec le Google Maps et ça va afficher les pays sur lesquels on est en train de vendre. Donc, par exemple, par région, on va indiquer aussi ça par région. Donc, on voyait ici. Les visuels en segments, donc ça nous permet aussi d'afficher les choses en segments. Donc, comme vous voyez, on peut donc sélectionner un de ces donc, produits. Par exemple, on va aller sur la partie slicer et sur la partie filtre ici, on peut manipuler ça et on peut donc sélectionner la partie qu'on veut. Donc, vous voyez ici que c'est dynamique. Donc, ça affiche ce qu'on a sélectionné. Donc, ici, France, par exemple, ça va afficher ce qu'on a sélectionné.
si ça c'était par exemple une matrice qui affiche des données, en sélectionnant France, donc on aura un changement sur par exemple le total de ventes par produit ou bien par catégorie sur la France. Donc, on peut faire des mises à jour. Donc, de ce côté, si on insère quelque chose sur le rapport, donc vous voyez ici, on a des outils donc, pour faire la mise à jour de ce qu'on a utilisé, même la couleur du fond, etc. Donc, on peut la changer. Donc, on peut changer les couleurs, on peut changer le type d'écriture, etc. Donc, nous, on va essayer un peu donc, de commencer à créer un petit visuel à partir des informations qu'on a utilisées. Donc, ce visuel-là, il sera donc dans le ruban insertion, on va sélectionner une zone de texte et on va taper le nom de notre rapport qui va être, par exemple, Executive Summary Sales Report. Donc, juste, on va commencer à voir. Là, on peut utiliser ça. Je vais supprimer ces parties puisqu'on n'a pas besoin donc de ces parties-là. Donc, ici, on a dit dans la partie dans le ruban insertion, donc on va sélectionner zone de texte. Il faut donc trouver la partie text box. Donc ici, on peut écrire donc le texte qu'on va écrire. Donc on va par exemple nommer Sales Report. Donc on va changer par exemple la taille de l'écriture, donc le mettre plus grande. On peut aussi changer le type de l'écriture, etc. Donc, je vais choisir par exemple. Ça, c'est pour l'espacement. La couleur, la taille, on peut la changer aussi. Voilà. Il faut sélectionner avant. Et par exemple, on va mettre ça en violet. Donc, il faut faire un design selon, bien sûr, ce qui est demandé dans l'entreprise, aussi donc selon l'équipe, etc. Donc, on peut faire les mises à jour, les mises en forme appropriées. Donc ça, c'est juste pour mettre un titre, on peut donc le faire. Aussi, donc, on peut donc changer le fond de l'écriture. Donc, dans la zone de texte mise en forme, sous effet, basculer l'arrière-plan sur désactiver. Donc, on va aller à ça. Donc ici, on va le désactiver pour ne pas avoir un fond donc, sur l'écriture. Donc, ça ne va pas être gris. Après, donc, on va essayer à insérer les données qu'on va visualiser. Par exemple, on va créer donc un visuel 2 qui montre les ventes par date. Donc, maintenant, nous allons créer un graphique en cours pour voir le mois et l'année où le montant des ventes a été le plus élevé. Pourquoi donc nous allons afficher ça? Parce que si je reviens à ce que c'était demandé au départ comme problème, donc ici, le problème, c'était quel jour y a-t-il eu plus de ventes en février 2019. Donc, il faut savoir les dates là où il y a plus de ventes et surtout en février. Donc, on va essayer à répondre à cette question avec ces types de visuels. Donc, pour voir le mois et l'année où le montant des ventes a été le plus élevé. Donc, à partir du volet champ, ici, file, on va glisser le champ Sales Amount de la table Sales vers une zone vide sur le canvas de rapport
Par défaut, donc, le Power BI, il va afficher un histogramme avec une colonne qui va indiquer le sales amount. Puis, on va glisser donc, le champ month à partir de hiérarchie fiscale dans la table date et on va déposer ça sur l'histogramme. Donc, on va tout d'abord sélectionner sur la colonne, sur la table 16, on va sélectionner la colonne Sales Amount. Donc, je vais aller sur Sales et on va sélectionner, on va glisser le Sales Amount sur le canvas. Donc, vous voyez qu'il y a donc une partie qui s'affiche qui exprime le Sales Amount. Maintenant, on va exprimer ça en fonction des années et des mois. Donc, pour cela, on va glisser le champ mois à partir de l'hierarchie fiscale qu'on n'a pas créée en fait, mais je vais chercher donc ça sur la table date. Donc, il faut revenir à la table date et on va glisser le month aussi sur l'histogramme. Donc, comme vous voyez ici, il y a le total des ventes par mois. Donc, dans le volet visualisation, on va choisir le type de visualisation graphique en R. Donc, on va aller sur la partie visualisation et on va afficher ça. C'est graphique en R, il faut le chercher. C'est ici, je crois. Area Chart. Donc, ajouter la mesure d'axe à l'axe Y. Donc, la mesure, c'est la mesure qu'on a déjà créée. Donc, voilà, on a ajouté le sales amount. Donc, on va ouvrir le volet format, puis on va développer la section ligne et dans couleur, changer sales amount by due date en une couleur plus contrastée comme le rouge par exemple. Donc ici, sur cette partie-là, on peut visualiser les couleurs à utiliser. Donc sur la partie visuelle, le volet format, développer la section ligne, là où il y a ligne. Donc, juste en train de chercher la partie lens. Donc, ici, c'est pour changer la couleur. Donc, normalement, on trouve ici du côté intermédiaire. Normalement, c'est ici, on trouve une partie de ligne. Il faut chercher la partie line. Je ne suis pas en train de le trouver. Peut-être c'est le color, data colors. Voilà, c'est le data colors. Donc, on va changer ici la couleur utilisée par exemple, une couleur de rouge. Et voilà, donc vous voyez la différence entre le total des ventes et le total des ventes qu'on a calculé avec la mesure sales amount by due date. Donc, il y a une différence entre les deux valeurs. Ici, on va créer aussi un graphique qui représente les régions, donc le MAPS. On a déjà essayé ça, donc je vais passer vers un autre type, tel que donc ce type-là. Donc, on va
insérer un graphique ici, donc pour créer le montant des ventes par catégorie de produits et type de revendeur. Donc, nous allons créer un histogramme pour savoir quels produits sont vendus par quel type de revendeur. Donc, on va glisser les deux graphiques que vous avez créés pour qu'ils soient côte à côte dans la moitié supérieure du canvas et on va conserver un peu d'espace sur le côté gauche du canvas et on va sélectionner une zone vide dans la moitié inférieure de votre canvas de rapport. Dans le volet champ, on va sélectionner Sales Amount à partir de Sales et Product Category à partir de Product et Business Type à partir de Reseller. Donc, le Power BI, il va créer automatiquement un histogramme groupé. On va donc changer la visualisation en matrice après. Donc ici, juste je vais changer l'emplacement de ce graphique. Donc ici, on va sélectionner les champs qu'il a indiqués. Donc le champ Sales Amount. Et on a aussi le champ Sales Product Category. Donc, juste je vais réactiver les champs parce que il y a des champs qu'on a désactivés. Product Category. Non, c'est déjà actif. Donc, on a le champ Sales Amount à partir de 16 et Product Activity à partir de Product. Product Activity à partir de Product, de la table Product. Voilà. Et aussi à partir de la table Product, plutôt Reseller Business Type. Donc, à partir de Reseller, on va sélectionner le Business Type. Comme vous voyez, donc on a eu ici le total des ventes par catégorie de produits tels que bike, component, clothing, accessoires, etc. Et selon quoi? Donc, selon le type de vendeur. Donc, il nous a indiqué qu'on va changer ce type de visuel avec une matrice. Donc ici, vous voyez qu'on peut voir aussi par catégorie de produits le total des ventes selon donc, le type de vendeur. Montant des ventes par catégorie de produits et type de vendeur. Donc, faites glisser le champ Business Type à partir de colonnes, puis placez le Product Category dans des lignes. Dans la matrice, donc toujours sélectionner dans le volet filtre sous Business Type et cliquez sur Sélectionner tout pour décocher la case Note applicable. Donc ici, pour la matrice, on peut donc modifier les données ici sur les données donc, de cette matrice. Donc ici, par exemple, dans le column et le value, donc on peut modifier ce qui est en ligne et ce qui est en colonne à partir de cette partie aussi. Donc, on peut changer le type de visuel comme ici. Donc, juste, je vais vous suivre les étapes. On a mis une matrice. Après, faites glisser le champ Business Type à partir de colonnes, puis placez le Product Category dans ligne. On va voir est-ce que c'est comme ça ou non. On a mis sur, je reviens à l'autre. Donc, on a mis sur les lignes, sur les colonnes, c'est le Business Type. Et sur Business Type, donc à partir de colonne, puis placer le Product Category dans les lignes. Et le Product Category, ça doit être sur les lignes.
C'est bon, donc c'est fait déjà. Avec la matrice toujours, sélectionnez dans le volet filtre, sous Business Type, cliquez sur sélectionner tout. Donc ici sur la partie filtre, sur Business Type, donc on va sélectionner le tout, Select All, pour apparaître les détails. Puis décocher la case Note applicable. Il faut donc chercher cette case pour la décocher, Not applied. Donc, il faut décocher cette case. Après, voilà. Donc, après, dans le volet de mise en forme de la matrice, on va rechercher conditionnel et on va modifier sur cette partie. Donc sur la matrice, on va chercher le volet mise en forme de la matrice, rechercher conditionnel. La mise en forme, donc c'est ici. Il faut chercher conditionnel. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et on va sélectionner, on va activer barre dans la section éléments de cellule, on va activer barre de données. Éléments de cellule, data bar, on va l'activer. Et après, donc sélectionnez l'option FX et définissez une couleur plus claire pour la barre positive et sélectionnez OK. Donc c'est où ici? Donc ici, il faut sélectionner positive bar. Donc on va créer quelque chose de plus clair. Et donc ce qui est positif, avec un très grand nombre, il va être affiché avec une couleur différente. Donc ici, si vous voyez, on peut faire des limites ici. Lowest value et highest value. Donc, on peut avoir des entrées et des sorties pour définir quelle est la barre positive et quelle est la barre négative, pour savoir donc est-ce qu'on est dans la bonne position, oui ou non. Donc, ça, c'est un simple exemple. Donc, on peut faire plus donc, de ces exemples-là et vous pouvez chercher donc d'autres mises en forme si vous voulez donc créer des rapports professionnels. Donc, je crois qu'on est arrivé à la fin. Juste, je vais balayer le reste. Donc, comment on peut créer d'autres visuels. Donc, vous voyez ici, on a ce qui est en positif. Donc, il va être avec une couleur donc, qui va s'afficher. Donc, on peut aussi créer des segments donc, pour sélectionner. Et à la fin, donc, juste, je vais vous montrer le rapport final, comment on peut trouver le rapport final. Donc, ça, c'est le résultat. Donc, vous avez ce lien pour télécharger donc, le rapport final. Je crois que j'ai déjà téléchargé moi-même. On va essayer de l'ouvrir. Donc, c'est ça. Donc, un fichier qui a été travaillé sur le Power BI, il sera sous l'extension .pbx. Juste, je dois avoir donc une adresse pour l'ouvrir. Donc, il faut créer une adresse sur le Microsoft.
avant d'ouvrir ça, donc, pour pouvoir le publier après. Pour publier, il faut avoir une adresse. On peut se connecter dans ce cas, à partir de Sign-in, j'insère donc les données sur mon adresse pour pouvoir publier ce rapport après. Donc, on va afficher le rapport ici. Voilà, donc ça, c'est l'exemple de rapport. Donc, vous voyez ici le graphique qui est en R. On peut sélectionner dans ce côté l'année fiscale pour voir les données sur cette année. Donc, ça, en utilisant le slicer. Donc, ça, c'est la matrice qu'on a créée et on a donné donc des valeurs positives et négatives et on a inséré un map pour visualiser les points de vente sur la map. Donc en 2018, par exemple, on peut voir les produits, le total des ventes de ces produits et les points de vente sur lesquels on a vendu et l'évolution donc du total des ventes par année. Voilà, donc c'est la fin. J'espère que vous avez une idée maintenant. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de détails. Il suffit de faire la suivi d'un projet, d'un seul projet de A à Z, que vous pouvez trouver ça sur aussi le site de Microsoft. Donc, il présente des exercices et des labs pratiques. Donc, vous pouvez pratiquer ça sur, sur donc, le site de Microsoft. Donc, vous pouvez trouver plusieurs labs que vous pouvez faire pour renforcer vos connaissances. Malek, donc je crois que c'est la fin. Voilà, donc je suis là pour répondre à vos questions. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pas de questions? Tout est clair? Faut en profiter, hein? C'est la dernière, c'est le dernier cours aujourd'hui. Donc, je pense que tout est clair et que nous pouvons terminer le cours de cette formation ou la formation. À la fin de cette formation, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci tout le monde pour votre attention. J'espère que cette formation elle était bénéfique pour vous. Il suffit de revoir peut-être les supports qu'on a vus ensemble et aux prochaines formations, Inch'Allah. Merci Malak pour votre coordination tout au long de cette formation aussi. Voilà, c'est ça. Merci Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé à la formation. Attention, attention, attention. Nous avons terminé notre formation et il y a un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat pour être capable de recevoir le certificat de participation de cette formation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiantes ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons, Inch'Allah, dans nos prochaines formations activités ou encore demain avec le séminaire de l'impact de la finance islamique et également les outils d'analyse du marché. Vous avez également le dernier cours d'Apprenez à programmer en Java et vous avez également le marketing digital, le dernier cours de Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Vous avez également découvert les librairies Python pour la data science. Vous avez également les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante et également nos deux séminaires qui aura lieu le samedi et le vendredi.
les compétences techniques et également le test de Duolingo. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Au revoir.